Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dunkebdo NBA Podcast. Donc, on reprend notre série des post-mortem. Donc, on continue à faire les éliminés cette saison. Donc, comme vous avez pu le constater, on commence à arriver du coup sur les équipes qui sont sorties au deuxième tour. Et cette fois-ci, on s'attaque à un mastodonte vraiment de la conférence Ouest. Et pour ça, avec moi, j'ai les deux hommes du play-in. Alors, j'ai Gabin du coup de l'Est. Comment ça va, Gabin? Alors ça va très bien. Bon, on va pas parler du passage des Raptors au play-in, c'était assez scandaleux, mais très content d'être ici pour parler des Golden State Warriors. On va voir si on believe ou si on believe pas. Et juste à côté, Constant du coup, Constant notre marathonien qui s'essaie sur tous les types. Vous l'avez sur les previews, vous l'avez aussi dans les post-mortem de l'Ouest. Constant, comment vas-tu? Ah, ça va. Mon équipe a quand même fait une prestation beaucoup plus honorable que celle de Gaba lors du play-in. Mais il n'y avait pas d'Iar DeRozan en même temps dans le public du côté de New Orleans, donc ça nous a aidé. Mais oui, effectivement, je suis un tout-terrain là. Et puis bon, on est sur un sujet sensible. Les fans des Warriors nous attendent au tournant, donc on va renforcer les arguments pour avoir des arguments au béton pour éviter de se faire taper dessus. Clairement, d'ailleurs, vos deux franchises sont liées aux Warriors en fait à quelque peu sur les années récentes, puisque voilà, Gabin, Toronto a battu, Mm. enfin c'était la dernière fois qu'ils avaient perdu une série de playoffs, c'était du coup face à Toronto. Et Constant, voilà, je vais pas te rappeler ce qui s'est J'aurais passé. préféré être lié aux Warriors de la manière dont Gabin est lié aux Warriors, Ah oui. puisque lui au moins c'est terminé avec une victoire. Nous c'est parti, ça s'est conclu avec notre franchise player qui signe à Golden State, donc c'est moins agréable. C'est ça. Bah du coup, on bascule tout de suite sur le post-mortem et pas de pause, on enchaîne directement. Donc du coup, on va parler de ces Warriors qui, voilà, comme je le disais en introduction, qui sont vraiment un mastodonte de la conférence Ouest. C'est voilà une équipe qui n'avait pas perdu une série de playoffs à l'Ouest depuis leur série en 7 en 2014 face aux Clippers. Donc voilà, c'est 9 ans avant de perdre leur première série de playoffs. Déjà, on va commencer par rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que cette saison des Warriors, est-ce que l'objectif a été atteint? Qui sont les champions NBA de l'an dernier, est-ce que l'objectif a été atteint? Constant? Oh, c'est Non, un gros nom, hein. non, il n'a pas été atteint. Il n'a pas été atteint à partir du moment où tu es champion, à partir du moment où selon les codes de Vegas, tu es le favori ou le deuxième favori pour remporter le titre, tu te fais sortir en demi-finale de conf, c'est un manque de réussite de ton objectif. Et même dans les déclarations des joueurs des Warriors ou que ce soit de Steve Kerr, il y avait vraiment cette volonté d'y retourner, d'essayer d'aller chercher le back-to-back. Ça se conclut avec une défaite assez sèche en plus lors de ces demi-finales de conf face aux Lakers. La saison régulière avait déjà montré que l'objectif de la saison allait être difficilement atteignable. Il y a eu un sursaut avec cette série contre Sacramento et surtout ce Game 7. Et face aux Lakers, disons que la série a été le reflet de leur saison régulière et le reflet de l'inconstance qu'ils ont pu avoir durant la saison. Donc voilà, à partir du moment où tu as des envies de back-to-back et où ton parcours en playoff se termine en demi-finale de conférence, tu peux pas dire que la saison a été réussie. Après, tu peux pas gagner tous les ans non plus. Hmm. C'est Moi, vrai, toi, tu j'aurais parles. pu Ouais. accepter une défaite en finale de conf. Ah pardon. Je dis j'aurais pu accepter une défaite en finale de conf, mais là c'est vrai que perdre sèchement contre les Lakers avec plusieurs blowouts dans la série, qui vont ensuite se faire sweep par les Nuggets, qui montrent bien que de toute façon tu n'étais largement pas au niveau pour aller chercher le titre cette année, c'est très sévère. Donc c'est ça, une défaite en finale de conf contre des Nuggets par exemple avec un 4-2, 4-3, j'aurais pu l'accepter. Là c'est très très grave. Hmm. Donc, vous avez tous les deux un peu parlé du côté back-to-back, et on sait que c'est quelque chose qui est assez difficile dans l'histoire de sport de réussir des back-to-back, ou surtout en NBA, où là, depuis quelques années, on a énormément de champions différents. Constant, je te laisserai rebondir là-dessus. Mais concrètement, est-ce que plus que le back-to-back, qu'est-ce qui a été un peu, on va dire, ce qui a coulé un peu, tanké cette saison des Warriors, plus que cette recherche du back-to-back et la fatigue mentale qui en découle, Constant? Pour moi, c'est l'irrégularité qui a quand même un bon motif de cette saison des Warriors. Après,
si on veut un petit peu faire l'avocat du diable et expliquer cette irrégularité, les deux joueurs qui ont été le plus présents en termes de matchs joués côté Warriors, c'est Kevin Looney, bon, le marathon man Kevin Looney, et Jordan Poole qui ont tous les deux joué l'intégralité de la saison régulière, les 82 matchs. Il y a la problématique des blessures multiples, parce qu'il y a vraiment deux stretches de Stephen Curry qui venaient un petit peu casser le mood et le flow de cette équipe, même si au moment où il y a les blessures de Steph Curry, les Warriors ne s'en sont pas si mal sortis que ça au niveau comptable, avec notamment un Klay Thompson qui était bien meilleur quand il était loin de Steph Curry, et un Jordan Poole qui marchait très bien quand il y avait Steph Curry. C'est plus quand les trois sont ensemble, en l'absence de Draymond Green, que ça devient un peu plus problématique. Une saison régulière où ça avait débuté avec une volonté, que ce soit de la fanbase ou que ce soit du management, d'un peu plus inclure Jonathan Kuminga et Moses Moody, les deux jeunes que tu as draftés lors de la draft 2021 en loterie, dans le processus. Et finalement, le début de saison un peu mitigé des Warriors a fait que Steve Kerr est revenu sur du classique dans ses rotations. En tout cas, c'est vraiment reposé sur ses hommes forts et a un peu délaissé Jonathan Kuminga et Moses Moody, ou en tout cas ne les a pas autant développés, je pense, et ne leur a pas donné autant de minutes que ce que la fanbase aurait pu prédire en début de saison. Et après, oui, c'est cette irrégularité des performances défensives qui étaient assez suspectes parfois, notamment dans la volonté. Ils n'avaient pas forcément l'envie de défendre. Et puis surtout, c'est incroyable, je le dis de façon péjorative, bilan à l'extérieur. 11 victoires pour 30 défaites, qui est l'un des pires bilans, qui était l'un des pires bilans de la ligue à l'extérieur cette saison. Et c'est une stat que j'avais souligné, je crois, quand on avait fait la preview d'une de leurs séries. Les Warriors, pour remporter 2 matchs de suite à l'extérieur, ont dû attendre les 2 derniers matchs de la saison régulière, où ils battent Sacramento, qui a mis tout le monde au repos, où ils battent le tank Portland, qui leur a valu un pick 3. Mais voilà, c'est de l'irrégularité complète, même si les blessures, notamment de Steph, ont pas mal influencé cette coupure et ce manque de rythme et cette cassure. Ouais. T'as dit énormément de choses intéressantes, Constant, là, dans ton passage. Moi, je vais juste rebondir, en fait, avec Gabin sur le côté, parce que finalement, ce que tu dis, Constant, c'est des choses qu'on savait en arrivant au niveau des playoffs, et malgré tout, tu vois, c'est une équipe qu'on a quand même gardé en haute estime par rapport à la notion de talent. Et est-ce que du coup, ces Warriors-là, on va enchaîner tout de suite sur les choses qui ont peut-être causé leur élimination. Est-ce que ces Warriors-là, ils sont pas arrivés du coup avec un trop grand manque de solutions, même s'ils avaient des options, Gabin, face à ces Lakers? Clairement, la série a fait beaucoup parler sur les défaillances des Warriors. C'est-à-dire que même avec du recul, j'ai pas de solution à leur proposer pour passer ces Lakers. En fait, ce qu'on a vu, c'est un Stephen Curry beaucoup trop seul. C'est-à-dire que c'était la seule vraie menace offensive côté Warriors. Donc les Lakers s'étaient exclusivement concentrés à bloquer Curry. C'est-à-dire qu'ils défendaient Curry Thompson à fond sur les 3 points. Ils ne regardaient que ces 2 joueurs-là, spécialement Curry. Donc Curry ne pouvait pas shooter à 3 points. Et si Curry essayait de couper vers le panier, on avait le mur Anthony Davis qui le bloquait. Déjà ça, en plus, en premier rideau, il y avait Schroeder et Vanderbilt sur lui, qui sont de bons défenseurs. Et le problème, c'est que de l'autre côté du terrain, t'as Draymond Green et Kevin Looney, quand ils ont joué ensemble, ont pu être totalement oubliés par la défense des Lakers. Ce qui fait que on a vu en fait Davis attendre sous le panier que Curry vienne couper. C'est-à-dire que Curry s'est retrouvé sans solution parce que les autres joueurs du terrain ne pouvaient pas élever leur niveau offensivement. Et en fait, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas dans cette série, Curry n'a pas eu son vrai lieutenant, quoi. Le vrai second joueur sur lequel il peut s'appuyer. Et pourtant, il y avait du candidat. C'est-à-dire que sur le papier, bon, Jordan Poole fait des playoffs catastrophiques, mais sur le papier, il aurait pu être ce joueur. Klay Thompson aurait pu l'être. Andrew Wiggins aurait pu l'être, mais a pas eu assez de préparation avec ses longues absences dans la saison. Donc Curry s'est retrouvé seul. Les Lakers n'ont pas eu de mal à le défendre avec cette stratégie. Et d'ailleurs, pendant toute la série, on a eu un jeu avec les Warriors qui essayaient de faire sortir Davis de la raquette et les Lakers qui arrivaient tout le temps à le remettre en défense. Et de l'autre côté, en fait, les Lakers, ils gagnent sur la défense et le jeu intérieur. Donc en fait, avec leur effectif là, ils pouvaient pas gagner selon moi.
C'est vrai que tu parles de la défense, Gabin, la défense des Lakers et surtout l'attaque des Warriors qui a vraiment pêché, puisque par exemple, quand tu regardes sur les 6 matchs que ces Lakers ont disputés, enfin que les Warriors ont disputés face aux Lakers, ben ils font 4 matchs, en tout cas ils ont sur les 4 défaites, ils sont en dessous du 40e centile à l'efficacité offensive. C'est quelque chose qui leur arrive pas souvent, mais les défaites, c'est ce qui leur arrive, qui leur arrive. Et du coup, Constant, je me souviens, on avait fait la preview ensemble et on avait parlé de la génération offensive de ces Warriors et du fait que, d'un point de vue puissance de feu, normalement, ils sont censés dominer ces Lakers-là qui semblaient emprunter et qui avaient été un peu mis à mal offensivement par cette équipe des Grizzlies un petit peu avant. Et du coup, l'impression qu'avaient laissé offensivement ces Warriors face à Sacramento, ben c'est vrai que nous, ça nous paraissait beaucoup plus logique dans le fait que l'attaque des Warriors et le côté puissance de feu allait permettre à ces Warriors de trouver des solutions qu'ils n'ont pas trouvées. Et du coup, par rapport à ça, on parle de puissance de feu. La puissance de feu côté Warriors, elle est essentiellement sur le périmètre, donc avec du Stephen Curry, du Klay Thompson et aussi du Jordan Poole. Sauf que ces joueurs-là, les deux joueurs que je viens de citer, ont été globalement dominés sur l'ensemble de la série par leur match-up. En fait, si on reprend par exemple Austin Reeves et même Dennis Schroeder, bah ils ont été dominés par ces gars-là, quoi. Oui, largement, largement. Mais je me rappelle quand on avait enregistré la preview, on mettait tous les deux les Warriors qui gagnaient la série. Et t'avais conclu en disant, est-ce qu'on les met favoris est-ce qu'on les met pas favoris parce qu'on pense que l'opposition Sacramento était plus forte que l'opposition Memphis, que finalement il n'y avait pas tant d'écart de niveau entre ces deux équipes. On l'a bien vu. On pensait que les Warriors, en fait, là, j'en avais un peu parlé ça aussi quand on a fait la preview du Nuggets Lakers. C'est que les Warriors, globalement, sur le Game 1 des séries, Steve Kerr, il essaye de faire son jeu de passe, son jeu off-ball. Généralement, sur le Game 1 contre les Lakers, ça n'a pas marché, comme ça n'a pas marché non plus sur le Game 1 contre les Kings. Et Game 2, c'est pick and roll Curry. Tu sais que tu vas repartir sur du pick and roll parce que ça fonctionne très bien. Le problème, c'est que les Lakers ont extrêmement bien défendu le pick and roll avec Steph Curry. Voilà, Anthony Davis a été monstrueux défensivement, même dans la compensation des retards. Dennis Schroeder a vraiment été exceptionnel. Et ça laisse du coup une problématique où t'avais Steph Curry et ensuite autour de lui, ça laissait shooter en fait. Et c'est la première. C'est la première problématique, c'est que même Klay Thompson, il y a des situations où LeBron, qui était souvent en free safety, comme t'aimes bien le dire, défensivement, il préférait se concentrer sur potentiellement une possible pénétration dans la raquette en laissant les tireurs ouverts. Et même, j'en avais parlé aussi dans la preview, c'est que t'as parlé du manque de solutions de ces Warriors. Oui. Steve Kerr, dès le Game 2, il met Jamichael Green titulaire. Et en fait, Jamichael Green n'est pas un joueur assez menaçant à 3 points pour représenter vraiment une menace. Et les Lakers continuaient à le laisser ouvert à 3 points et à shooter parce que c'était s'il met 3 points, on est OK, on live by it, comme disent nos Américains. Donc voilà, offensivement, ils ont vraiment manqué de solutions. Évidemment, la série de Klay Thompson et de Jordan Poole, où les deux sont à moins de 35% au tir, c'est quand même très pénalisant. Klay Thompson est à 38% à 3 points sur la série, ce qui me paraît quand même haut. Mais voilà, les deux sont passés à côté. Il y a très peu de régularité en fait, c'est ça le truc pour Klay Thompson, parce que tu vois par exemple sur ses playoffs, Klay Thompson il finit avec autant de matchs à plus de 40% à 3 points qu'autant de matchs à moins de 30%. Donc tu vois, c'est un peu, c'est-à-dire que il va pas shooter comme avant par exemple où il aura une 38% en étant une moyenne où il aura très peu d'écart type. Là, il y aura vraiment des écarts type, des matchs où il va prendre feu et des matchs où il va rien mettre dedans, tu vois. Ouais. Après, pour revenir sur ce qu'a dit Gabin, pour moi, ils avaient une chance de remporter cette série, mais en fait, ils ont gâché les chances. Je pense que le Game 1, ils font le comeback et il y a le tir de Jordan Poole à -3. C'est une situation... En fait, ils ont perdu les 2 matchs serrés de la série. Les 4 autres n'ont pas été serrés, ils ont perdu les 2 matchs de la série. Et à partir du moment où ils sont défaits dans le Game 4, c'était pas le coup de massue, mais tu sentais quand même que là, ça faisait vraiment mal. Et cette fin de match au Game 4 avec Steph Curry, on peut pas lui reprocher de pas prendre la bonne prendre la bonne décision. N'empêche que ça n'est pas la bonne décision. Après, quand t'as Anthony Davis en isolation sur toi,
bon courage pour essayer de le passer. Mais voilà, ils ont perdu ces 2 matchs serrés et je pense que si tu as une série qui est à... Même s'ils en prennent un des deux, par exemple, s'ils prennent le Game 1 du côté du Chase Center, tu as une série qui est complètement différente. Donc voilà, ils n'ont pas réussi à remporter ces matchs clutch, ce qui a ensuite pénalisé d'ailleurs les Lakers contre Denver. C'est beaucoup de situations là où si tu remportes pas les matchs serrés, c'est difficile de remporter la série. Mais effectivement, peut-être qu'en puissance de feu, on les avait surestimés, ou en tout cas, le fait que Klay Thompson et Jordan Poole passent à travers de la série réduit drastiquement la puissance de feu de ces Warriors. Le niveau de shot making n'a pas été au rendez-vous, en tout cas pour les 2 autres initiateurs derrière Steph Curry. Et c'est marrant en fait que tu fasses le parallèle avec cette série en fait la série précédente en fait que les Lakers ont disputée, puisqu'en fait les 2 séries se ressemblent, puisque les 2 se finissent en 6 matchs où les Lakers arrachent le premier match, ensuite ils splitent du coup à l'extérieur et ils vont gagner les 2 matchs à domicile du coup chez eux, avec notamment un match 4 qui est hyper serré, et qui, voilà, les Lakers peuvent avoir des regrets. Le Looney Walker Game. Le Looney Walker Game. C'est vrai, le Looney Walker Game, effectivement. C'est ça. Donc, voilà, c'est des choses que, voilà, la série parfois, et peut-être l'avenir de cette équipe se joue sur ce match-là au final, puisque on va arriver sur l'intersaison avec énormément de choix à faire et de décisions qui vont arriver. Déjà, la première, ça va être la situation de Bob Myers. On sait que c'est le GM historique, enfin le GM. Il a le titre de GM, mais c'est plutôt le président en fait c'est l'homme fort en gros, l'homme fort, l'architecte de ces Warriors là qui va arriver, qui a un contrat qui arrive à échéance. Et visiblement, de ce qu'on a pu voir dans un article de The Athletic, les deux parties ne sont pas très proches d'un accord. Donc est-ce que voilà, ce serait pas le premier domino, Gabin, Bob Myers, qui soit reste, soit part, qui pourrait avoir une très grosse influence en fait sur l'intersaison des Warriors? Bob Myers, en plus, c'est plus qu'un GM, il fait partie en fait de cette équipe, de cette dynastie des Warriors. On parle souvent de Curry, Thompson, Green et Kerr, mais en fait Bob Myers, il est là depuis 2011. Donc il est arrivé après beaucoup de pics de draft, mais c'est lui qui a aussi façonné cette équipe à travers les années. Et ce qui me fait peur en fait s'il part, c'est dans les relations qu'il a avec par exemple Draymond Green et Klay Thompson. Si on doit trouver des accords pour leur demander de rester à moindre coût, Bob Myers avec ses relations pourrait le faire. Le problème c'est que si on prend un nouveau GM qui ne connaît pas ses joueurs, il aura pas l'affect sentimental pour leur demander de rester. Donc de ce côté-là, je suis un peu inquiet. Maintenant, je me dis, est-ce qu'il veut pas partir pour pas être l'homme qui casse un peu le groupe? C'est-à-dire que si, imaginons un scénario catastrophe où derrière lui, les Warriors font une saison horrible, la dynastie se casse et Thompson, Green partent. Et ben, Bob Myers peut se dire, si je pars maintenant, je ne suis pas l'homme qui a mis le feu à cette équipe. C'est vrai, c'est vrai. Qu'en penses-tu, Constant, de la situation de Bob Myers? Du coup, tu serais de quel côté de la pièce que vient de lancer Gabin? En fait, la situation de Bob Myers, elle dit plusieurs choses, mais la première, c'est que les Warriors sont dans un été décisif pour leur projet. C'est que là, on est vraiment sur... moi, je le compare à l'été 2019. C'est vraiment, tu es à la croisée des chemins, tu as des choix importants à faire. 2019, c'est différent parce qu'ils font finale, mais il y a le départ de Kevin Durant. Disons que là, cet été, c'est plus des choix sportifs, mais quand même en grande partie dû à des pressions financières. Que 2019, c'était vraiment que faire avec le départ de KD et la blessure de Klay Thompson, bien sûr. Bob Myers, la situation, moi, je suis pas particulièrement optimiste sur le fait qu'il va rester ou en tout cas prolonger du côté de Golden State. Son contrat expire le 30 juin, c'est-à-dire dans un mois ou dans moins d'un mois, la date limite. Bon, il est capable de nous surprendre, mais d'après ce qu'on a pu entendre et ce qu'on a pu lire, il y a quand même eu des extensions ou des tentatives d'extension qui ont été faites tout au long de la saison de la part de Joe Lacob. Bob Myers n'avait pas... Enfin, dans un premier temps, le wording, c'était il n'était pas pressé de prolonger. Et là, depuis quelques jours, du côté de The Athletic, on tend plus vers une porte de sortie. Donc,
Pour moi, il peut partir. Après, sur cette notion de communiquer ou de dialoguer pour des extensions avec Clay ou avec Draymond Green, je pense que les Warriors, si jamais Bob Myers venait à partir, il y aurait une promotion en interne. Je suis pas convaincu que Joe Lacob, avec un été aussi crucial que cette intersaison, fasse venir quelqu'un d'extérieur du côté de Golden State. Mais voilà, ça montre effectivement que le projet Warriors est pas dans une impasse, mais en tout cas qu'il est à un moment crucial, qu'il y a des décisions importantes qui vont devoir être prises, et peut-être que Bob Myers, qui est effectivement l'architecte, comme tu l'as dit, il faut pas l'oublier que c'est quand même lui qui a échangé Monta Ellis en 2012 du côté d'Indiana pour libérer pour libérer du temps de jeu à Steph Curry, ce qui avait été mal reçu d'ailleurs par la fanbase des Warriors à l'époque. Mais oui, bien sûr, à clé, tout à fait aussi. Donc voilà, c'est l'architecte, il est là depuis une dizaine d'années. Peut-être que lui aussi se dit que il arrive en fin de cycle lui-même, qu'il a fait son temps du côté de Golden State, et voilà. Je suis vraiment pas optimiste pour Bob Myers, mais encore une fois, s'il y a une arrivée, s'il y a un départ de Bob Myers, je pense que ce sera une promotion en interne. Oui. Et d'ailleurs, les insiders côté Warriors parlent souvent de Dunleavy Jr. qui reviendrait dans les petits papiers. Et c'est vrai que la notion de temporalité, en fait, le moment où le contrat se termine, ben t'as tout de suite après la free agency et t'as la draft juste avant. Donc tu dois avoir quelqu'un. Tu vas pas lancer un processus d'interview au moment où le contrat se termine. Donc soit le processus d'interview est déjà lancé et personne ne sait rien à part les gens qui sont directement à l'intérieur, ou soit ils savent qu'ils ont déjà une solution in-house, c'est-à-dire à la maison avec la personne de Dunleavy Jr. qui lui aussi est, même si c'est pas on va dire que c'est pas un homme hyper visible dans l'organigramme des Warriors ou d'un point de vue visuel pour les fans des autres équipes, c'est quelqu'un qui est quand même bien implanté en fait dans l'organigramme des Warriors et qui sera à même de pouvoir reprendre le chantier puisque au final dans cette série de playoffs qui a vu l'élimination des Warriors, c'est l'une des premières fois depuis le run lancé il y a quelques années que les Warriors sont arrivés à court de two-way player, puisque là, voilà, ils étaient obligés de faire des choix. Est-ce qu'on met Payton? Est-ce qu'on met Poole? Au final, Moses Moody même s'est même révélé faisant partie de ces two-way players là. Donc là, on va arriver à un été charnière avec des problématiques financières, hein, puisque les Warriors sont très largement au-dessus de la luxury tax. Ils sont dans la repeated tax. Ils sont au-dessus de la projetée seconde apron dont on parlera un petit peu plus tard dans l'intersaison dont on parlera. Et du coup, si on reprend les finances de ces Warriors aujourd'hui, ils vont arriver avec des décisions à prendre sur Draymond Green. Enfin, Draymond Green qui a une player option, qui peut, entre guillemets, décider de prendre sa player option à peu près 28 millions ou pas, et devenir agent libre et signer un nouveau contrat, et Donte DiVincenzo par exemple. Mais si on garde du coup le pick de draft plus les contrats garantis, donc le pick 19 plus les contrats garantis qui sont actuellement, ils sont à 180 millions. Voilà, ils sont exactement à 180 millions de salaire. Donc c'est bien au-dessus de la luxury tax et de la seconde apron. Donc Gabin, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire ces Warriors-là à l'intersaison? Quels seront les objectifs de l'intersaison pour ces Warriors? L'objectif, c'est d'essayer de faire avec les joueurs que tu as déjà, parce qu'ils ont aucune marge en vérité. Vu qu'ils sont au-dessus de la seconde apron, t'as aucune exception pour signer des joueurs. Tu peux que signer en fait des rookies avec tes choix draft ou les minimums vétérans. Et ça, même si Draymond Green et Donte DiVincenzo, qui sont les deux joueurs avec une player option, ne reviennent pas. Tu es déjà au-dessus en fait de cette limite. Donc je me dis, tant qu'à faire, il faut reprendre Draymond Green déjà. Mais c'est lui qui décide. Mais il faut le convaincre de rester. En fait, sa player à 27 millions, 27,6 millions, je pense qu'il va la prendre quand même parce que c'est un joueur qui fait sens dans des équipes contenders pour moi. Et il n'y a pas d'autre équipe contenders qui a assez de cap pour le prendre à ce prix-là. Enfin, au prix où il va demander s'il décline son option. Donc pour moi, Draymond Green va rester. Du côté de Donte DiVincenzo, je le vois mal rester parce que sa player option c'est à 4,7 millions. Les Warriors peuvent lui proposer 5,4 millions s'il décline cette option.
je pense qu'il peut aller chercher plus ailleurs. Et du coup, en fait, la seule chose que tu peux faire, c'est soit de te dire, OK, on prend les mêmes, on ajoute le rookie qu'on aura sélectionné avec notre pick 19 et on essaye de recommencer. Soit tu vas sur le marché des transferts. Et dans ce cas-là, les assets que tu peux avoir, c'est par exemple Jordan Poole. Jordan Poole qui va rentrer dans la première année de son contrat de 123 millions sur 4 ans, ce qui est colossal. Il a été catastrophique en playoff, mais c'est un joueur qui peut faire sens dans des équipes en fait qui veulent élever leur niveau plancher en saison régulière. Et je pense qu'il peut y avoir un marché pour Jordan Poole. Et sinon, tu as d'autres assets avec par exemple Kuminga que tu n'as pas fait jouer en playoff, donc pourquoi pas le transférer? J'ai entendu Zach Lowe de ESPN dire qu'apparemment il y avait un vrai marché pour Jonathan Kuminga. Et donc il faut voir en fait, mais les Warriors c'est la seule chose qui peut le faire, trader. Alors on a beaucoup invoqué cette notion de deuxième apron. Alors pour juste donner du contexte, la deuxième apron c'est la deuxième taxe qui se situe à peu près à 17 millions au-dessus de la luxury tax, où là vous avez vraiment de grosses pénalités, notamment des retenues sur les choix de draft, en plus de la taxe. Donc c'est un peu un hard cap stratégique dans le sens où avant fallait uniquement payer pour pouvoir être au-dessus et on gardait tout ce qu'on avait en magasin en termes d'assets. Aujourd'hui, ça va vraiment coûter plus que de l'argent en fait d'être au-dessus de cet apron-là, sachant que encore une fois, c'est sans compter les 27 millions de la player option de Draymond. C'est-à-dire que si Draymond prend sa player option, on est à 200 millions. Donc peut-être que c'est une équipe qui va devoir être obligée de faire du salary dump pour pouvoir manœuvrer l'effectif. Et là, la problématique quand tu fais du salary dump, c'est que tu vas balancer des gros salaires, mais les gros salaires sont des joueurs qui ont quand même une certaine valeur terrain. Donc du coup, tu vas t'affaiblir d'un point de vue terrain pour pouvoir être en mesure de continuer à manager tes assets. Mais ça, c'est pas vraiment la politique d'une équipe qui veut jouer le titre. Donc, est-ce qu'on peut se poser la question du coup de la future ambition de ces Warriors, Constant, si le budget ne matche plus en fait les objectifs que tu as, que ton propriétaire fixe? Pour moi, la question se pose pas à partir du moment où tu as Stephen Curry qui a 3 ans de contrat dans ton roster. C'est-à-dire que tu es obligé de rester dans cette situation où tu essayes d'être contender pour le titre parce que Steph Curry a encore 3 années de contrat, parce qu'il joue encore comme un top 5 DH20. Le problème, c'est que c'est derrière que ça commence à flancher avec Klay Thompson, avec Draymond Green, mais de toute façon, c'est ce qu'on disait en off juste avant. À partir du moment où ils ont signé l'extension de Jordan Poole l'été dernier et l'extension d'Andrew Wiggins, ils savaient qu'ils allaient arriver dans une situation où ils allaient payer de la luxury tax. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le nouveau CBA, allait autant pénaliser les équipes aussi profondément installées dans la taxe. Là, pour le coup, je sais pas, pour moi, il y a un lien de cause à effet. Je pense que les extensions des Warriors l'été dernier a eu des influences sur la manière dont a été pensé le CBA et sur cette seconde apron. Je pense pas que ce soit l'élément principal de la création, mais je pense qu'il y a eu de ça au moment des négociations. Après, au niveau des sous, en cumulé salaire plus luxury tax, ils vont être à 500 millions l'an prochain. Sachant que les Warriors, au moment où Joe Lacob rachète les Warriors, c'était 450 millions. Bon, maintenant, la valeur de Golden State a bien augmenté. On est à plusieurs milliards. Il a bien rentabilisé son investissement. Mais voilà, même avec... on sait qu'il y a énormément de retombées économiques positives pour les Warriors ou pour une équipe contender avec la billetterie en playoff, le merchandising, etc., qui peut un peu amocher cette forte luxury tax. Malgré tout, c'est une problématique que tu vas devoir te poser parce que le second apron et le nouveau CBA commencent à venir grignoter tes pics de draft en plus de venir te faire payer la luxury tax. Après, au niveau des joueurs, ouais, ils peuvent faire du salary dump, mais pour moi, c'est représentatif aussi du manque d'apport des choix de draft élevés que tu as eu ces dernières années. Puisque que ce soit James Wiseman qui a été échangé au moment de la trade deadline, que ce soit Jonathan Kuminga ou que ce soit Moses Moody, c'est des joueurs qui sont encore sous leur contrat rookie. Donc c'est des joueurs qui pourraient t'apporter sans avoir forcément un gros apport. Et comme ces joueurs ne t'apportent pas assez, tu te retrouves dans une problématique où tu as des manques, où tu as été obligé de faire revenir Gary Payton à la trade deadline
alors que tu n'avais pas pu le prolonger à l'intersaison. Et du coup, tu as ce manque d'apport des joueurs rookies. Et en plus de ça, il y a la problématique Jonathan Kuminga où si on lit ce qui se dit globalement, Steve Kerr va essayer de voir s'il y a une opportunité pour lui de se développer. Sinon, les deux parties vont se mettre d'accord que le futur de Jonathan Kuminga est peut-être ailleurs. Ça, ce serait vraiment un gros échec si tu échanges un pick 7 de draft au bout de sa deuxième saison parce que t'as pas de temps de jeu à lui donner. Moses Moody est un joueur intéressant, mais qui a quand même montré en playoff des bonnes choses, mais en saison régulière qui n'était pas tant présent que ça. C'était plus que Minga pour le coup. Il y a le cas de Jordan Poole, effectivement, où son extension à 128 millions sur 4 ans pèse énormément, surtout pour son manque de rendement. Il y a des questions de complémentarité avec Steph et Clay lorsque les trois sont sur le parquet sans Draymond Green. Donc voilà, c'est difficile. Après, pour le cas de Draymond, moi je pense qu'il va pas prendre sa player option. Et je pense qu'il va prolonger sur la durée. Peut-être un contrat de 3 ans. Moi, si je suis GM des Warriors, je calque la durée du contrat de Draymond sur celle de Curry. Je lui donne pas plus. Après, quel montant? Parce que je le vois pas de partir Golden State. Vraiment, avant ces playoffs, je me disais il est parti. Là, avec les déclarations, pour moi, on est plus sur une prolongation de contrat. Après, le montant reste à déterminer. Mais même les équipes qui ont du cap cet été, à savoir des équipes en reconstruction, je suis pas sûr qu'elles soient intéressées par Draymond. Donc voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. Je n'ai même pas parlé de Donte DiVincenzo qui pour moi est déjà parti. Il est parti, parce qu'il il est ailleurs. il est déjà parti, donc ça va faire un manque dans leur effectif parce que DiVincenzo a apporté des bonnes choses à ses Warriors. Voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a Klay Thompson. Enfin voilà, des questions dessous. Je vais pas non plus monopoliser la parole, mais il y a beaucoup de questions et tu peux aller dans des chemins différents. C'est ça un peu l'option que tu peux explorer, c'est que tu peux soit partir sur un trade de Jordan Poole, soit essayer de voir ce que tu peux faire avec Draymond Green. Tu as encore des pics de draft à ta disposition, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'équipes de contenders, enfin ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'équipes qui se réclament contenders. Le chantier est assez élevé, en tout cas. C'est assez gros. Clairement, gros chantier. Et encore une fois, il y aura une logique financière, car pour la première fois, Joe Lacob a annoncé qu'il ne signerait, que le chèque qu'il va signer, il a un cap dessus. Du coup, là, on n'est plus en mode Jurassic Park, on dépense sans compter. Là, on est vraiment, il y a par rapport aux restrictions qui vont être mises par le nouveau CBA et aussi par rapport au portefeuille du propriétaire qui décide de ne pas payer, puisque on sait très bien que quand un propriétaire paye, il y a deux questions. Alors en français c'est similaire, c'est pourquoi et pourquoi. En anglais c'est for what et why. C'est-à-dire pour quelle combinaison ou quel joueur, par exemple, parce que là, si on reste sur le fait que les Warriors qui sortent à ce moment-là, c'est un échec qu'il va falloir plus de talent, et on l'a bien dit, il a manqué offensivement derrière Steph Curry dans cette équipe. Donc il va falloir aller chercher un joueur d'assez haut calibre pour modifier l'effectif, à moins que Jordan Poole devienne ce joueur-là et progresse en défense. À moins que, par exemple, Klay Thompson, qui, sur la saison régulière, attention, même si Klay Thompson, on sait que voilà, c'est un joueur qui est maintenant un joueur un peu sinusoïdal, à 303 points mis sur la saison, je crois que c'est lui qui est premier, je crois. C'est le seul joueur qui a mis 303 points sur la saison. Donc, c'est quand même un certain aveu de body of work, quoi, de consistance, même si c'est un joueur qui est irrégulier, c'est quand même une certaine consistance d'arriver à mettre 303 points dans une saison. Et il va manquer du coup ce truc offensif, donc il va falloir aller le chercher ailleurs, il va falloir aller chercher du talent. Du coup, que vont faire ces Warriors? Moi, je suis vraiment intrigué par ce que vont faire ces Warriors. Mais en tout cas, sur la notion de salary dump, on voit très bien que ce sera plus un joueur comme Jordan Poole, puisque quand tu regardes les équipes qui sont en dessous du salary floor, ou du moins qui ont un peu de cap space, ben, ces équipes-là, elles aussi seront obligées par le nouveau CBA à dépenser d'argent et de ne plus être en dessous du salary floor pour pouvoir récolter l'argent de la Luxury Tax. Donc, elles ont un motif supplémentaire d'aller récupérer un joueur qui, même s'il a un contrat gros, mais c'est un bon joueur. Ça reste un bon joueur, même s'il a... Et surtout que c'est un bon joueur dans un rôle de titulaire aussi, peut-être. C'est-à-dire que
c'est quelque chose de, tout au long de la saison, tu as parlé d'inconsistance constante dans ta première intervention. La notion d'inconsistance, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup revenu avec Jordan Poole, où parfois il avait des minutes de titulaire, parfois il se battait avec un peu Klay Thompson sur le poste 2 pour savoir qui est-ce qui allait avoir le plus de minutes aux côtés de Stephen Curry. Il a repris le rôle d'initiateur principal quand Steph Curry s'est blessé. Il y a eu des périodes où Klay n'était pas là et il reprenait le rôle de Klay. Donc lui aussi, il a eu pas mal d'inconsistance en fait dans son rôle. Et une équipe peut être charmée en fait par le Jordan Poole titulaire. Le Jordan Poole titulaire, initiateur, surtout que les équipes en reconstruction, Jordan Poole, sur la saison régulière, c'est un joueur que tu peux jouer. C'est vraiment quand tu commences à arriver au niveau des playoffs où tu as le côté, tu acceptes tu dois accepter des faiblesses par rapport à ce qui t'apporte offensivement. Sauf que quand tu es une équipe qui est loterie, voire top 5, top 10 à la draft, ce sont pas des problématiques qui te concernent, ça. Ce sont pas des problématiques qui te concernent. Tu veux juste avoir un bon joueur sur un long contrat. Surtout si tu n'attires pas grand monde. Donc, est-ce qu'on pourrait pas avoir, par exemple, une équipe comme San Antonio qui a une problématique au niveau du guard play et qui est en dessous du salary floor, investir de l'argent sur Jordan Poole, enfin, le mettre du coup à la main et récupérer son contrat, faire une petite faveur aux Warriors, et est-ce qu'on pourrait pas voir ça arriver et avoir une destination logique pour permettre à ces Warriors-là, du coup, de descendre aussi d'un point de vue financier, de pouvoir re-signer Draymond Green et de libérer du temps de jeu et de faire que, je sais pas moi, soit Moody, soit Rollins, soit, enfin, un de leurs joueurs qu'ils ont drafté, ou par exemple, le pick 19, de faire que ce joueur-là soit leur futur Jordan Poole, quoi. Est-ce que ce serait pas ça, Gabin ou Constant? Ben ce que j'ai dit, il fait vraiment sens dans des équipes qui veulent juste élever leur plancher, mais jouer mieux. Comme par exemple, tu avais cité les Spurs. Et je pense que de toute façon, tu es pas obligé de le trader, mais ce serait une bonne solution quand même pour essayer de ramener en échange des two-way en fait. Parce que là, en l'état, tu n'en as pas, et à part par trade, t'as pas moyen d'en ramener. Je pense que Jordan Poole, qui a fait des playoffs catastrophiques, et faut en parler aussi de la patate de Draymond Green. Est-ce que ça a pas cassé On quelque l'a pas chose aussi mentionné, dans on les l'avait pas vestiaires entre eux? mentionné, C'est on peut-être le l'avait pas moment pour mentionné lui juste avant. en fait, d'aller voir ailleurs. Et je suis sûr que c'est un joueur qui peut briller dans une équipe, on va dire, de niveau faible. Parce qu'en plus, il a que 23 ans et un très bon potentiel. Et tu l'as dit, c'est un joueur qui fait des très bonnes minutes en saison régulière. Il est quand même à 20 points par match. Donc pour moi, il fait sens. Maintenant, faut voir contre qui, en fait, surtout. Donc j'ai cité des two-way. Je pense que c'est la grosse priorité des Warriors, c'est des joueurs qui défendent de 1. Parce que la défense des Warriors, c'est moyenne à tous les niveaux. Il n'y a pas un secteur qui est bien défendu. Et qui peuvent spacer. Là, c'était la problématique en playoff. Ça manquait de joueurs, en fait, qui pouvaient spacer. Tu te retrouves à sortir Green ou Looney de ta rotation pour faire jouer Jamichael Green. Donc c'est un vrai problème. Je pense que tu peux essayer de ramener ce genre de joueur. Ou alors mieux, si tu arrives à le faire, j'aimerais bien, moi, voir le vrai lieutenant Curry, un joueur qui peut créer son propre shoot tout seul. Et j'ai vu des rumeurs, bon, ça n'a rien de sérieux, mais contre Jalen Brown, bah Jalen Brown, je trouverais parfait en fait. Mais je vois aucun monde où les Celtics se transfèrent contre Wiggins et Poole, par exemple. Mais ce genre de joueur serait parfait. Dans le cas où tu ne peux pas en avoir un two-way et un vrai free andy. On parle par exemple de Dorian Finney-Smith ou Michael Bridges qui devraient être sur le marché. Ça fait vraiment sens aux Warriors. Bah après, pour le cas Poole, je suis pas spécialement en accord avec vous. Pour la simple et bonne raison que, pour moi, il y a une problématique, effectivement, je suis d'accord avec ce côté élévateur de plancher, avec ce rôle d'initiateur, mais déjà, le playmaking de Jordan Poole, je suis un peu sceptique pour les autres, j'ai quelques doutes. Après, sur ce côté équipe qui vont vouloir passer en dessous enfin, qui vont vouloir passer au-dessus du salary floor, les Spurs, par exemple, je vois pas du tout une équipe comme San Antonio aller récupérer un Jordan Poole parce que il y a la jeunesse de Jordan Poole, il y a le côté initiateur titulaire, mais il y a la longueur du contrat. Et je pense qu'il y a des équipes qui sont en reconstruction, qui sont quand même satisfaites d'avoir de la flexibilité. Et le contrat de Jordan Poole, la problématique, c'est que déjà, d'une part, il est élevé, 128 millions sur 4 ans, mais en plus, il t'engage sur la durée. Parce que tu as 4 ans de contrat, pour un joueur, ça fait quand même beaucoup.
La question que je me pose pour Jordan Poole, c'est est-ce que les Warriors peuvent prendre le contrat de Jordan Poole et faire ce que t'aimes bien aussi, Tom, c'est le séparer en 2 contrats pour récupérer 2 joueurs d'effectifs, 2 joueurs productifs, qui ont peut-être pas le niveau de Jordan Poole, mais qui du coup viendront un petit peu colmater les brèches. J'ai pas d'exemple précis d'équipe qui pourrait faire ça. T'as cité, Gabin, les Nets avec Dorian Finney-Smith et Michael Bridges. D'après ce qu'on peut lire ici et là, Michael Bridges est intouchable du côté des Nets. Voilà, il faut voir quelles sont les possibilités à explorer, quelles équipes vont être prêtes à prendre Jordan Poole. Peut-être, c'est une théorie que tu aimes bien, Tom, peut-être que du côté de Toronto, ils peuvent être intéressés par Jordan Poole. Il faut voir, mais je vois peu d'équipes en fait qui n'a pas cet initiateur, parce que il y a beaucoup d'équipes qui ont l'initiateur, il y a beaucoup d'équipes qui ont du guard play, tout en ayant, des équipes qui pour moi n'ont pas de guard play et qui ont des joueurs qui pourraient intéresser Golden State pour renforcer leur effectif. En fait, j'en vois peu. Effectivement, il y a la solution Toronto, mais en dehors de ça, t'es un peu limité, je trouve. C'est vrai, sachant que encore une fois, hein, on part du principe que il faudrait que les Warriors envoient le salaire de Jordan Poole sans récupérer grand-chose à côté, parce que ils ont encore cette problématique financière qui va leur imposer des contraintes liées au nouveau CBA. Et d'ailleurs, tu vois, par exemple, Jordan Poole, tu vois, c'est de lui qu'on parle de façon naturelle, parce que on a, si tu prends les joueurs globalement en gros les joueurs qui ont formé cette dynastie des Warriors, on a du mal à les voir séparer cet été. C'est-à-dire que c'est soit tu choisis en gros Jordan Poole ou Draymond Green en gros par rapport aux finances. On sait que, comme tu l'as dit, Constant, Draymond, il va pas attirer le même type d'équipe que Jordan Poole. Même si tu peux avoir des équipes qui voient un peu Draymond Green comme, par exemple, comme Denver a vu Paul Millsap à un moment, comme Boston a vu Al Horford à un moment. C'est-à-dire, ils avaient un groupe de jeunes, ils ont pris un vétéran qui était expérimenté, un gars assez âgé, pour essayer de faire passer un step à cette équipe-là. Mais tu sais que, par exemple, Draymond Green, il y a des questions autour peut-être de son leadership par rapport à ce qui s'est passé avec Jordan Poole à l'intersaison, et comment tu vas intégrer ce gars-là dans un effectif jeune où il risque pas forcément de s'entendre, et sachant que Draymond Green, c'est un joueur qui est un vétéran de la ligue, c'est un joueur qui a un QI basket assez élevé et qui pourrait vraiment dégoupiller avec pas des rookie mistakes, mais la façon dont il processe le jeu et là où il en est en fait dans sa compréhension du basket, c'est quelqu'un qui pourrait être vite frustré avec des équipes qui, entre guillemets, ne savent pas jouer. Donc, tu vois, tout ça, ça peut aussi poser quelques questions sur non seulement qui on garde et qu'est-ce qu'on peut transférer. Tu as évoqué, Constant, aussi tout à l'heure, le cas de Moses Moody. Et Gabin, tu avais parlé du fait que Zach Lowe ait dit que qui serait aussi peut-être disponible, puisque c'est un joueur qui avait la cote. Moses Moody, c'est un joueur qui, comme tu l'as aussi dit, Constant, pas Moses Moody, Kuminga, pardon. Kuminga, comme tu l'as dit, Kuminga, comme tu l'as dit aussi, Constant, c'est deux joueurs qui ont eu une trajectoire assez différente, dans le sens où Kuminga a eu pas mal de minutes en saison régulière, là où Moody était un peu mis de côté. Et arrivé les playoffs, il y a eu un switch où Kuminga a eu moins de minutes que notre ami Moses Moody. D'ailleurs, Jonathan Kuminga, il y a que 2 joueurs des Warriors qui ont joué moins de minutes que lui. C'est Anthony Lamb et Ryan Rollins. Donc, enfin, c'est pour vous dire, hein. Alors que c'est les 2 joueurs étaient draftés en même temps, si on prend les 2 profils. Et là où je veux vous emmener, c'est vraiment que on est vraiment à un moment charnière peut-être avec ce joueur où il faut pas que l'asset soit déprécié, il faut pouvoir le faire jouer. Et pour ça, soit faut libérer du temps de jeu, soit faut profiter de sa valeur pour récupérer des choses qui te permettent de jouer. Et on l'a vu, quand tu es derrière, entre guillemets, quand tu es en difficulté, tu reviens à tes instincts primaires. Et qu'est-ce qu'il a fait, Kerr? Il est revenu à ses instincts primaires. Gary Payton, il a mis des vétérans et il a fait confiance à Moses Moody. Donc, tu vois, qu'est-ce que ça nous dit sur la place de Kuminga dans le projet au final?
Déjà, il y a eu la perte aussi d'André Iguodala par rapport aux saisons Oui. précédentes, qui Oui. du coup les a limités dans les options. Mais André Iguodala qui est enfin retraité, on lui souhaite une bonne retraite, et qui a été vital même l'an dernier, dans tous les rounds de Golden State. De toute façon, il a toujours été là, André Iguodala. C'est peut-être lui d'ailleurs qui leur fait changer de dimension au moment où il arrive de Denver. Après, Jonathan Kuminga, si tu le transfères, tu vas encore avoir ces problématiques de salaire en fait. C'est que qu'est-ce que tu vas pouvoir insérer qu'est-ce que tu peux faire, sachant que au niveau des pourcentages de salaire encaissés sur un trade, vu que tu es au niveau de la seconde apron ou même avec le nouveau CBA, ça évolue et c'est encore plus restrictif que les précédentes années. Ou alors faut que tu fasses un package Jordan Poole plus Jonathan Kuminga, peut-être dans cette situation-là. Mais encore une fois, ça c'est un point que je voulais dire, mais pour moi la valeur de Jordan Poole, elle est au plus bas suite à ces playoffs. C'est que Jordan Poole, sa valeur il y a un an était très élevée. Là, avec des playoffs comme ça, j'ai l'impression que sa valeur a quand même été largement dépréciée. Après, au niveau de Kuminga, ça reste un joueur très jeune qui a montré des bonnes choses dans un bon collectif. Je pense qu'il a de la valeur et qu'il a toujours ce côté un peu plafond ou potentiel inexploité qui peut intéresser des équipes. Encore une fois, côté Golden State, tu vas être bloqué par les restrictions financières et par le fait que Kuminga sous contrat rookie, ça va être difficile de trouver un joueur qui peut jouer 20 minutes en saison régulière et qui t'a apporté la même production, quoi. Donc ouais, peut-être essayer d'explorer le côté Poole Kuminga au niveau d'un trade. Sinon, ça va être Draymond. Après, il y a un joueur qu'on n'a pas trop mentionné, qui pourrait être une alternative, même si je vois pas les Warriors faire ça, c'est Klay Thompson en fait. Parce que Klay Thompson, il rentre dans sa dernière année de contrat, si je ne dis pas de bêtises. Les Warriors peuvent lui proposer 210 millions sur 4 ans. Bon, tu ne donnes pas 210 millions sur 4 ans à Klay Thompson. Même s'il a fait une bonne saison régulière, malgré le fait que c'était parfois en dents de scie, il a quand même été bon. C'est surtout les playoffs où il passe à côté. En fait, pour moi, tu as vraiment une logique de Curry, Klay, Poole. T'en as un des trois qui va sauter. Tu n'enlèves pas Steph Curry, bien évidemment. Et j'ai envie de dire par défaut, et parce que Klay Thompson est là depuis des années, c'est Jordan Poole qui va sauter. Mais si tu prends le raisonnement de qu'est-ce qu'on fait pour les futures années, sachant que Steph Curry a encore 3 années de contrat, je ne dis pas que Jordan Poole serait mieux que Klay Thompson, mais tu as une logique de Klay Thompson, il reste 1 an de contrat, Jordan Poole t'a engagé sur 4 ans. On a vu que Poole titulaire, c'était pas non plus si mauvais que ça. Donc je sais pas, je pense absolument pas qu'ils toucheront à Klay Thompson, mais pour moi tu devrais avoir une réflexion sur Klay Thompson ou Jordan Poole. En fait, qui t'as envie de garder quoi, parce que Klay Thompson, s'il y a extension l'été prochain, il va pas non plus prolonger pour une mid-level exception. Donc il y a une vraie réflexion à avoir sur ce niveau-là. C'est vrai c'est vrai que Klay Thompson, tu vois, il a jamais fait comme certains pourraient le croire, n'a jamais fait de réduction salariale, Klay Thompson, qui a toujours été au max. Dès qu'il a pu prendre le max, il a toujours été au max depuis qu'il a quitté son contrat rookie, Klay Thompson. Ouais, c'est possible, ouais. En tout cas, depuis 2019, il est prolongé au max, donc... Oui, et juste après sa sortie de contrat rookie, il avait pris le max aussi. Donc Gabin, tu voulais réagir par rapport à ça? Une bonne solution pour les Warriors, ça pourrait être de faire remonter en fait la cote de Poole et Kuminga en les faisant jouer en saison régulière. Puisque le reste des titulaires sont assez âgés, donc c'est pas mal quand même de plus faire jouer tes jeunes et de trouver des solutions à la trade deadline, parce que c'est vrai que la cote de Poole aujourd'hui elle est dégueulasse, et je pense que en le refaisant jouer, s'il refait un début de saison à 20 points par match, tu peux regagner sa cote. Et pour Klay, en fait, je pense que ça serait dangereux au niveau des fans qui pourraient vivre ça comme une trahison. Ça me fait penser un peu, si tu trades Klay, à ce qui s'est passé avec DeRozan aux Raptors, où tu trades un joueur que tout le monde adore et qui est là depuis des années. Et je me dis, les fans, le seul moment où ils pourraient te pardonner de faire ça, c'est si tu gagnes un titre. Ça s'est bien fini quand même, DeRozan, le trade de DeRozan. Ça a donné une belle finalité. Je me dis, tu gagnes le titre. Imaginons qu'avec Kawhi, on perde en demi-finale de conf contre les Sixers, par exemple. Est-ce que les fans n'auraient pas été énervés de se voir retirer notre joueur chouchou pour ne pas gagner le titre? C'est un peu la même chose avec Thompson. Je dis, si tu casses ce trio Curry, Thompson, Green, il faut que tu sois sûr d'aller au bout derrière, parce que les répercussions peuvent être terribles. Et enfin, c'est des joueurs en fait qui sont attachés à cette culture, qui sont dans la dynastie. Tu peux pas t'en séparer comme ça, je pense.
C'est ça. Après, Encore une fois, on y revient. Hein. Pourquoi? Donc, pourquoi? Pour quel package? Et why? C'est-à-dire que si ça marche pas, pourquoi? On va toujours te poser la question de pourquoi tu as fait ça, sachant qu'il y a le côté émotionnel. Et je pense que, en fait, je trouve que Draymond, Clay et Curry, je trouve qu'ils sont indissociables. Je trouve que c'est un peu, alors, ça va faire un peu franco-français, mais c'est un peu, tu vois, Parker, Duncan, Ginobili, tu vois. Après, tu me diras, il y en a un, il a fini aux Hornets. Peut-être que, peut-être que ce serait Curry qui finirait aux Hornets, puisqu'on sait il y a des attachements, il y a des attachements, mais il y en a un, il y a quelqu'un qui est allé ailleurs. il y a eu Dans des entre deux retraites autres. avant aussi. Et il y a eu Parce des qu'il y en a un retraites qui a avant. pris sa retraite. Mais après, non, mais je pense pas qu'ils vont séparer qu'ils vont séparer le trio, surtout que Klay Thompson va toucher 43 millions cette saison. Donc c'est impossible, enfin c'est pas impossible, c'est toujours possible en NBA. Mais ça va être très compliqué de le bouger, d'avoir une équipe qui va encaisser ces 43 millions tout en ayant, encore une fois, la problématique, tout en ayant des joueurs productifs. Donc je pense que Jordan Poole est un peu le choix logique et le choix par défaut de qui tu dois bouger. Mais peut-être que ça ne se fera pas dès cet été. Ça pourra peut-être mettre plus de temps. Bah, on a fait globalement le tour. Gabin, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ces Warriors? En l'état, si tu ne bouges rien, c'est-à-dire que si tu reprends les mêmes, tu draftes en 19, tu prolonges Draymond Green, ça peut quand même fonctionner, car Klay Thompson, c'est un joueur qui a quand même perdu des qualités athlétiques depuis sa blessure. Il peut profiter de l'intersaison pour se remettre et faire une meilleure saison l'année prochaine et être prêt en playoff. Et je me dis, les Warriors sont aussi payés avec la longue absence d'Andrew Wiggins pendant la saison. Donc si l'année prochaine on a une vraie saison de Thompson et Wiggins, peut-être que les problèmes qu'on a évoqués vont se résoudre un petit peu tout seul et que l'équipe va être amenée à faire mieux. En soi, c'est pas dramatique si tu ne changes rien, tu peux quand même faire un parcours. Par contre, tu n'iras pas au bout. C'est-à-dire que si tu veux rester une bonne équipe de playoff et faire plaisir aux fans, tu peux tout garder, ça va le faire, mais tu seras pas champion. Est-ce que c'est suffisant? Justement, là on parle des Warriors. Est-ce que c'est suffisant? Du coup, tu as Steph Curry qui arrive en fin de prime. Est-ce que c'est suffisant, du coup, d'avoir comme objectif d'être juste une bonne équipe de playoff et du coup de payer autant? Ah, Justement, c'est est-ce clair. que ça justifie ça? Encore une fois, est-ce que le côté romance et le côté romantique, est-ce que tu vois, si c'est pour avoir un pied dedans, un pied dehors, est-ce que ça justifie le coût? Et est-ce que le proprio, finalement, se dira, soit, si j'ai tel budget, c'est pour être favori au titre. Est-ce que pour vous, en l'état, si par exemple tout le monde revient et on rajoute juste le 19e pick, disons on enlève DiVincenzo parce qu'il y a de fortes chances qu'il ne revienne pas, mais on a tout l'effectif sans DiVincenzo et tous les autres gars qui sont là, et DiVincenzo qui est par exemple remplacé par le pick 19, est-ce que pour vous, ce sont des favoris comme on a pu le voir à Vegas l'an dernier? Non. Faut pas les sous-estimer. Je pense que faut pas les sous-estimer, il faut pas sous-estimer l'homogénéité de la NBA. Oui. Et le fait que, là, avec l'élimination justement des Lakers, on va avoir 5 champions différents en 5 ans. Ça n'était pas arrivé depuis 45 ans. 45 ans. C'est ouf. Donc, il faut se rendre compte du fait que la NBA est très ouverte. Donc, moi, je les roulerai pas out, pour prendre une expression anglaise. Je les exclurai pas du tout de la notion de contender. J'en ferai peut-être pas mon favori, mais en 2022, ils nous ont déjà surpris. Voilà, les grandes équipes ne meurent jamais, comme on aime dire souvent. Il faut quand même faire attention à ces Warriors. Après, voilà, c'est disons que t'es plus proche de la fin que du début en tout cas. Mais après, Ouais, t'as clairement. ton joueur top 5 des H20, donc en soi, tout est possible avec ce genre de gars. On a bien vu le game 7 contre les Kings. Il se réveille et ça fait très mal, en fait. Donc juste sur son talent et le reste de l'effectif qui redevient un peu meilleur. Parce qu'en fait, là, les Lakers sont concentrés exclusivement sur comment défendre Stephen Curry. Si les autres joueurs reviennent à un niveau correct, ben, ça peut tout changer, en fait. Oui, mais est-ce que c'est On suffisant pour gagner 4 séries de playoffs? We Déjà, believe. déjà avoir l'avantage du terrain en playoff, ce sera déjà pas mal. Oui, clairement. Ah, Clairement. déjà. Et après, peut-être qu'ils peuvent avoir une surprise, hein. Par exemple, tu vois,
en interne, ils hypent beaucoup, alors de ce que j'ai vu notamment sur les blogs des Warriors, et même Team Kawakami, qui hype beaucoup Patrick Baldwin Jr. Alors, c'est un prospect Ouais, que je ne bah, connais pas du tout, là, personnellement. pour le Alors, coup, tu veux du two-way, Patrick Baldwin Jr., on est sur le one-way. donc moi, c'est pas un prospect que je connais. J'ai lu des choses sur lui, du coup, cette saison, mais peut-être que ça peut être leur Jordan Poole, puisque on se souvient, la première saison de Jordan Poole était chaotique avant que Jordan Poole, au final, c'est peut-être le joueur qui a le plus progressé, tu vois, sur les 3, 4 dernières années, par rapport à l'endroit où il est parti à sa draft. Quand tu prends sa fin de saison et quand tu prends sa fin de saison rookie et le joueur qu'il est devenu aujourd'hui, ben peut-être que Baldwin pourrait suivre cette trajectoire-là en fait. Enfin, pour les fans des Warriors, ça peut être leur prochain. Ouais, j'y crois pas. Mais bon, après faut y croire. Bon, en tout cas, voilà sur ce qu'on avait à dire sur ces Warriors. On a dit pas mal de choses sur le sportif, sur l'extra sportif, sur la notion financière. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des choses sur les réseaux sociaux, Twitter, sur YouTube également où on est présent. Le podcast, vous le retrouverez du coup sur les différentes applis de podcast, les Spotify, Podcast Addict. Et puis nous, on se revoit bientôt sur les prochains post-mortem. Et puis je vous remercie, Constant Gamin, de m'avoir accompagné sur cet épisode. Et puis je vous dis à bientôt. Salut les gars. Salut! Salut!